Il est donc le temps de le dire, 8h18, notre invité de la matinale ce matin est Gwenolé Bourré. Il est militant de la France Insoumise et il est venu depuis Rennes jusqu'au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie, bonjour. Bonjour Stéphane Hamon. Alors, Gwenolé Bourré, on va, avant d'aborder la situation en France, avec une situation économique compliquée, avec une situation sociale aussi compliquée, on va évidemment parler de ce qui se passe au Proche-Orient, en Israël en particulier. Cette attaque terroriste de Hamas en Israël avec une partie de la classe politique qui s'est indignée ce week-end du fait que les différents communiqués de LFI ne condamnent pas assez à ses yeux de cette classe politique le Hamas comme organisation terroriste. Est-ce qu'il fallait faire plus? Est-ce qu'il fallait faire mieux en termes de communiquer à la France Insoumise? Écoutez Stéphane Hamon, je ne pense pas que le Hamas sont des amis de la France Insoumise, en tout cas ça c'est très clair. Ce que nous déplorons cependant, c'est que d'abord, ce sont les civils qui sont les premières victimes de ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en Israël ou en Palestine. Il y a des morts des deux côtés. On peut aussi parler des bombardements qu'ont subis la bande de Gaza cette nuit encore, et que on arrive au bout de 70 ans de conflit et qu'on n'est pas aujourd'hui à essayer de faire des comptes d'apothicaire pour savoir quel camp est-ce qu'il faudrait choisir. Et à la France Insoumise, en tout cas, nous sommes très très clairs. Nous avons appelé à un cessez-le-feu. Il faut que les combats s'arrêtent le plus tôt possible. Et c'est pour ça que nous sommes partisans d'une solution de paix, d'une solution avec l'ONU, et notamment pour poser la question de la colonisation qui est en train de progresser partout de la part d'Israël en Palestine. Et la solution est d'abord dans les mains d'Israël afin de trouver une solution, une issue par le haut à ce conflit. Vous avez compris, vous avez, j'allais dire compris, vous avez en tout cas compris que la classe politique pouvait s'émouvoir Bon, ça a été violent cette attaque. Ça a été vécu comment dans les rangs de LFI sans dévoiler forcément les arcanes? Bah écoutez, je pense que ça a été vécu comme dans tous les rangs politiques. C'est de l'effroi d'abord qu'il y a eu, mais effectivement, moi je pense ce qu'il faut avoir, c'est d'abord du recul sur des situations internationales comme ça, et que on arrive aussi après beaucoup de tensions entre Israël et la Palestine, et d'une situation coloniale qui est aussi très 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 violente pour les Palestiniens. On peut penser aussi que la Palestine, la bande de Gaza, c'est un endroit où il y a énormément de pauvreté, où par exemple il n'y a presque plus d'eau potable. Donc c'est vraiment ça découle d'une situation géopolitique et sociale qui est très critique, et je pense que effectivement il y a de l'émotion, on est dans le ressentiment encore aujourd'hui, mais l'important sur des situations internationales comme celle-ci, c'est de prendre du recul pour trouver une solution qui la seule solution viable, en tout cas pour nous, c'est la paix. La paix avec l'intercession de l'ONU, c'est ce que vous disiez. Est-ce que des pays comme les États-Unis peuvent intervenir, comme la France peut intervenir aussi pour essayer d'apaiser, pour essayer de mettre fin au conflit? Écoutez, les États-Unis pour l'instant n'ont pas la première action des États-Unis a été d'envoyer des munitions à Israël. Donc je ne pense pas que c'est forcément dans une logique d'apaiser le conflit. Effectivement, par contre, il faut que la France et l'Union européenne soient acteurs pour que la région ne s'embrasse pas. Et je pense que, par exemple, la Première ministre, plutôt que taper sur des opposants politiques et faire une sorte de polémique, devrait plutôt s'employer à essayer d'œuvrer pour apaiser la région. Voilà, faire venir la diplomatie finalement. Vous faites allusion à cet échange entre la première ministre Elisabeth Borne et Jean-Luc Mélenchon, qui avait tweeté lui également, et la réponse d'Elisabeth Borne et la réponse à nouveau de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, on a une impression d'une passe d'armes quand même qui était plus sur de la politique politicienne française que autour de ce qui se passe en Israël. Oui, écoutez, moi ce que j'ai vu, c'est que le tweet de Mélenchon était un tweet digne, qui appelait à la paix, qui rappelait qu'effectivement il y avait des victimes civiles, et ce sont toujours les civils qui subissent d'abord les conflits, et que effectivement il fallait sortir de ce conflit par la paix. Et tout de suite, Elisabeth Borne qui se sert d'une opportunité pour encore une fois taper la France Insoumise. Ce n'est vraiment pas à la hauteur du moment, et clairement aujourd'hui la Première ministre devrait être autre part. Jean-Luc Mélenchon est beaucoup critiqué, pointé du doigt aujourd'hui par la classe politique. Parfois même, on entend quelques voix qui s'élèvent à la France Insoumise en disant bon, Jean-Luc Mélenchon, il en fait trop. Est-ce qu'il en fait trop, justement ? Non, je pense pas. Je pense pas qu'à la France Insoumise, il y ait débat sur la position de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, ça a été notre candidat 3 fois déjà. Il nous a apporté à 22% aux élections présidentielles. Il a créé la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et ça nous
nous a permis justement d'arriver en tête au premier tour des élections législatives devant la majorité actuelle d'Emmanuel Macron et le Rassemblement national. Donc c'est important de le rappeler. Et qu'aujourd'hui, on a un programme de rupture qui a été en tête des élections législatives, ce qui est quand même assez inédit, et qu'on est aujourd'hui... Il y a plein de pays, par exemple, où la gauche est morte aujourd'hui, enfin en Italie, dans plein de pays d'Europe. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il faut lui reconnaître ça, c'est qu'il a réussi à ce que la gauche, malgré le quinquennat Hollande, ne tombe pas dans les oubliettes de l'histoire. Et c'est quand même quelque chose de très important. Et je pense que n'importe qui peut reconnaître cela. Alors, ça nous amène tout naturellement à cette union de la gauche, la NUPES, avec différentes composantes, et on sent que cette alliance se fracture à l'approche des européennes. On a vu le PC, Europe Écologie Les Verts, qui ont décidé de faire bande à part, si vous me permettez le terme. On entend aussi des voix au PS qui s'élèvent en disant oui, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce que ça appelle de votre part comme commentaire, comme réflexion ? Eh bien, déjà, je voudrais souligner l'action qu'il y a eu des jeunes de la NUPES, c'est-à-dire qu'en juin dernier, à Alfortville, nous nous sommes rassemblés pour essayer effectivement de créer une liste commune pour les élections européennes, donc avec les jeunes écologistes, les jeunes insoumis, les jeunes socialistes et les jeunes générations. Force est de constater que cette initiative n'a pas abouti, étant donné que les Europe Écologie Les Verts a déjà annoncé qu'il partait tout seul. Le Parti communiste, de toute façon, Fabien Roussel, qui fait bande à part depuis quelques mois déjà. Le Parti socialiste, qui finalement aussi nous a annoncé qu'il refusait de partir en liste commune. Ma génération n'a pas le temps des divisions de la gauche, face au réchauffement climatique, face à la précarité des jeunes, face à la montée de l'extrême droite, face aux destructions de notre modèle social. Ma génération n'a vraiment pas le temps de cette division, et c'est ce que nous avons dit avec l'ensemble des organisations de jeunesse de la NUPES, aux différentes organisations de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est que nous n'avons pas le temps de la division, encore une fois. Et ça, c'est très important pour nous, et avec la France Insoumise, nous œuvrons toujours à faire un rassemblement le plus large possible. Alors effectivement, peut-être qu'il n'y aura pas de liste NUPES pour les élections européennes. Cependant, on sait qu'on a engagé des discussions avec, par exemple, le nouveau parti anticapitaliste, avec Génération. C'est possible qu'il y ait quelque chose aussi. Donc, toujours essayer de créer l'union populaire, c'est-à-dire... Si on n'a pas les organisations, ce n'est pas très grave. On peut toujours aussi essayer d'avoir le socle le plus large possible pour essayer de rassembler le peuple sur une proposition commune et une proposition radicale. Il y a un danger néanmoins, si la gauche se divise, que ça profite par exemple au Rassemblement national. Bien sûr. Mais bien sûr, enfin, le principal risque, en tout cas, si la gauche part divisée, que ce soit aux européennes ou aux élections présidentielles, c'est que le Rassemblement national remporte la mise à la fin et qu'on se retrouve encore une fois avec un second tour entre un ami d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et ça... Encore une fois, ma génération ne peut plus se le permettre. Et quand je vois, par exemple, des responsables politiques comme Fabien Roussel qui annonce d'emblée qu'il sera candidat en 2027 à 4 ans des élections présidentielles, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable, alors même que c'est Fabien Roussel qui porte aussi la responsabilité du fait que Jean-Luc Mélenchon ne se soit pas qualifié en 2022. Alors, il faut aller vite, il faut passer le cap des déceptions, il faut essayer de rassembler malgré tout. On le voit aujourd'hui dans un contexte compliqué pour votre génération, la jeune génération qui arrive. Contexte social compliqué, on voit les difficultés des jeunes à se loger, à se nourrir. On en parle très souvent sur cette antenne, les étudiants qui se retrouvent face à l'inflation, qui font parfois un repas par jour, qui n'arrivent pas à boucler leur budget. Est-ce qu'il va falloir, alors permettez-moi le terme, il est très galvaudé, mais renverser la table et passer à autre chose? Déjà, j'aimerais rappeler les chiffres de la précarité étudiante aujourd'hui qui sont très importants. Enfin, il y a une enquête qui vient de sortir. On a 76% des étudiants aujourd'hui où leur reste à vivre à la fin du mois, une fois que toutes les factures sont payées, les loyers, c'est 100 euros. C'est-à-dire 3,33 € par jour, ce qui est ridicule. Et on se retrouve du coup avec 90% des étudiants qui vivent avec moins de 1 000 euros, 47% avec moins de 400 euros, un étudiant sur deux qui saute un repas, qui est obligé de sauter un repas pour des raisons financières, ce qui, enfin, dans un pays développé comme la France, est quand même très, 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 très inquiétant. Sans les aides des parents, souvent, qui eux-mêmes sont dans la précarité Oui, bien sûr. Et le fait que des parents gagnent beaucoup ne garantit pas non plus que l'étudiant puisse avoir des revenus.
Nous, ce qu'on dit, et je peux par exemple rappeler qu'encore à Rennes aujourd'hui, il y a des étudiants qui dorment au camping parce qu'il n'y a pas assez de logements et qu'aujourd'hui, on a une vraie crise du logement également pour les étudiants, tellement les loyers sont élevés. Moi, j'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire que la quasi-totalité des étudiants vivent avec moins de 1102 € par mois. C'est désastreux pour un pays développé comme la France, et c'est ce que nos auditeurs doivent bien comprendre, c'est que leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs neveux, leurs nièces, s'ils sont étudiants, c'est presque sûr qu'ils sont pauvres. Et ce n'est pas normal. Et c'est pour ça qu'avec la France Insoumise, notre proposition, et avec le programme de la NUPES, c'était effectivement de mettre en place le plus rapidement possible une allocation d'autonomie de 1102 € par mois pour tous les étudiants, sans condition de revenu, afin, en fait, d'éradiquer la précarité étudiante. Avec le corollaire, beaucoup d'étudiants lâchent finalement leurs études parce qu'ils ne peuvent pas survivre et ils préfèrent se tourner vers le monde du travail pour pouvoir essayer de vivre décemment. Bien sûr, et c'est souvent la solution que nous oppose le gouvernement face à la précarité étudiante, c'est « Ah oui, mais de toute façon, ils peuvent travailler, il faut faire des jobs étudiants, on doit favoriser le fait que les étudiants travaillent. » Sauf qu'en fait, si un étudiant travaille, ça a été prouvé statistiquement, plus un étudiant travaille, plus il a de chances de rater ses études. Donc en fait, on se retrouve avec de plus en plus de décrocheurs en licence 1, de plus en plus d'étudiants qui finalement arrêtent leurs études, et donc le gouvernement qui dit « Ah mais regardez, les étudiants, finalement, ils vont pas au bout de leurs études », donc on retombe dans un cercle vicieux où en fait, on refuse aussi d'aider la jeunesse et d'aider l'université sous prétexte que finalement les étudiants n'auraient rien à y faire puisqu'ils arrêtent leurs études. Sauf qu'en fait, les étudiants arrêtent leurs études précisément parce qu'ils travaillent. Et ils sont obligés de travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Voilà, on gâche finalement des vocations, des carrières. Vous trouvez que l'action du gouvernement vis-à-vis des étudiants, mais plus largement vis-à-vis des Français face à l'inflation, face aux difficultés aujourd'hui, sont trop sommaires, ne vont pas au bout finalement, ces aides ? Oui, ça c'est clair. Enfin, nous, ça fait des mois qu'on propose face à l'inflation un blocage des prix. C'est une mesure qui a déjà été faite sous le général de Gaulle, par exemple. Ce n'est pas une mesure révolutionnaire de faire un blocage des prix. Et les Français en ont besoin aujourd'hui parce que... Sur le carburant, pardonnez-moi, oui, je vous arrête, Gwenaëlle-Bourré, mais sur le carburant, le gouvernement a demandé aux différents représentants de l'industrie, ça a été finalement une fin de non-recevoir. Bien sûr, mais nous, ils refusent encore une fois le blocage des prix. Et la solution, mais il n'y a pas que le carburant qui atteint 2 € aujourd'hui dans certaines stations par litre. Et qui risque d'augmenter avec le conflit israélo-palestinien, bien sûr, ça a été annoncé ce matin. Et effectivement, il y a aussi les produits de première nécessité, les fruits, les légumes. Et je voudrais revenir juste encore une fois sur une statistique sur la précarité étudiante, mais qui prouve aussi que ça peut toucher l'ensemble des Français. C'est qu'aujourd'hui, 7 étudiants sur 10 n'achètent pas de viande pour des raisons financières. On a aujourd'hui 4 étudiants sur 10 qui n'achètent pas de légumes, de fruits et légumes pour des raisons financières. Et donc ça, c'est effectivement la situation des étudiantes, elle est symptomatique, mais ça, c'est aussi symptomatique de l'ensemble des Français. Et qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les salaires ne suivent pas. C'est-à-dire qu'on a une inflation qui est grandissante et le gouvernement refuse toujours d'augmenter le SMIC, ce qui n'est pas normal. Et nous, effectivement, avec la France Insoumise, on propose d'augmenter drastiquement le SMIC pour pouvoir répondre à cet enjeu. Baisser la TVA, par exemple, c'est une bonne idée aussi. Écoutez, la TVA, c'est l'impôt le plus injuste. En tout cas, c'est comme ça qu'on le considère, puisque tout le monde, quels que soient ses revenus, paye le même prix. Ce qui n'est pas dans l'esprit de l'impôt en général. Normalement, l'impôt, on paye une certaine somme en fonction du salaire qu'on gagne. Et effectivement, nous, on ne pense pas que la TVA soit un bon impôt et juste. Et effectivement, baisser la TVA peut être une solution. Mais avant tout, ce qu'il faudrait, c'est augmenter les salaires. Et le gouvernement le refuse toujours avec évidemment l'accord du MEDEF. Alors on a le sentiment d'une France qui se résigne. On entend même parfois certains chiffres qui sortent dans la presse qui sont assez impressionnants, comme le vol dans les magasins qui a augmenté. Alors ce n'est pas voler pour voler, c'est voler parfois pour manger. Bien sûr. Est-ce qu'on peut accepter ça en France en 2023 ? Que les gens volent pour manger, c'est désastreux. Enfin, je pense que on ne vole pas pour manger par plaisir. C'est qu'on arrive à une situation sociale, effectivement, où les gens en sont à ne même plus pouvoir acheter peut-être un paquet de pâtes et du coup le voler. Moi, je vois par exemple dans certains supermarchés, il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent dans les rayons promo. Vous voyez, ou alors avec des coupons, on retrouve de plus en plus de gens qui donnent de plus en plus de coupons à la caisse,
puisqu'en fait les gens n'ont plus le choix. Mhm. Et aujourd'hui, pour pouvoir se nourrir convenablement, on est obligé de faire des sacrifices et on est obligé de peut-être manger moins bien, manger moins de légumes, manger moins de fruits. Et c'est aussi un enjeu de santé publique. Alors, l'enjeu, il est politique, enjeu de santé publique, évidemment, enjeu politique aussi. Aujourd'hui, il y a un affrontement, en fait, on le voit à l'Assemblée nationale. Alors, on a reparlé de bordélisation, pardonnez-moi, c'est le terme qui a été employé. On a dit que, par exemple, LFI donnait une mauvaise image parce qu'il y a beaucoup de cris, beaucoup de colère. Est-ce que ça traduit aussi la colère des Français, la colère de LFI sur les bancs de l'Assemblée nationale ? Bien sûr, mais déjà, j'aimerais rappeler que le fait que les débats à l'Assemblée nationale puissent être parfois un petit peu enflammés, ce n'est pas inédit. Ça a déjà existé et c'est peut-être qu'on l'avait oublié du fait que les majorités, avec le quinquennat notamment, étaient toujours sûres pour le président de la République et que finalement il y avait assez peu de débats à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec un gouvernement qui est en minorité à l'Assemblée nationale et que les débats sont peut-être effectivement un petit peu plus vifs. Et puis, tout simplement, le dernier combat à l'épée à l'Assemblée nationale n'est pas si ancien que ça, donc il y a eu des moments plus violents, ça c'est sûr. Mais encore une fois, la colère des Français, elle est légitime. Et aujourd'hui, effectivement, à l'Assemblée nationale, c'est important pour les gens dans les quartiers populaires, pour les travailleurs, pour les ouvriers, de porter un discours qui soit clair, combatif, et je ne pense pas que les Français seraient ravis forcément non plus de voir que la France insoumise soit un parti qui finalement laisse les débats couler, ne s'oppose pas par tous les moyens, et voilà, c'est une méthode de débat et politique que nous avons et nous l'assumons. Alors, il y a aussi des questions que les Français se posent. Alors, on parle souvent de sécurité. Alors, on en parle plus à droite qu'à gauche, il faut bien le dire. Est-ce que la gauche doit s'emparer ? J'ai posé la question plusieurs fois à quelques invités issus des rangs de la gauche. Est-ce qu'il faut que la gauche s'empare des problèmes de sécurité aujourd'hui en France et ne les laisse pas à d'autres partis, par exemple ? Ça dépend de quel problème de sécurité on parle. Effectivement... Moi, je préfère parler de droit à la tranquillité, effectivement, parce que la sécurité, ça appelle plutôt une question de répression. Nous, ce qu'on pense en tout cas, c'est que la sécurité ou le sentiment qui peut découler de certains Français, elle vient avant tout d'une condition sociale, où peut-être qu'il y a des endroits où c'est plus compliqué, effectivement, du fait qu'il y a plus de pauvreté. Et la pauvreté, on le sait, amène plus parfois de délinquance, parce que les conditions sociales des gens ne permettent pas de subvenir à leurs besoins. Donc, par exemple, typiquement sur le trafic de drogue, où il y a un sujet qui monte peut-être à Rennes, il y a un vrai sujet aussi. Le fait est que le trafic de drogue, il progresse avant tout parce qu'en fait, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, il n'y a plus de formation. Donc forcément, on se retrouve avec des jeunes des quartiers populaires qui n'ont pas d'autre solution pour subvenir à leurs besoins que de tomber dans le trafic. Avec les violences qui en découlent, on l'a vu à Marseille, on le voit même d'ailleurs à Rennes ou même à Brest, ça se durcit. Il faut aller vite sur ces problèmes de société, ces problèmes de droit à la tranquillité, de délinquance finalement. Mais tout découle de la condition sociale, encore une fois. Et pour moi... typiquement, le projet France Travail qui est en train d'arriver aujourd'hui, en ce moment à l'Assemblée nationale, sur le fait de conditionner le RSA à un certain nombre d'heures travaillées, typiquement cela va enfoncer encore plus les gens dans la précarité, dans la pauvreté. Et donc, plus on crée de pauvreté, plus ça va créer de délinquance. Donc ce n'est pas normal. Le fait de tout miser sur la répression n'amènera jamais à rien et ça n'a jamais été une solution. Alors on parlait en commençant du conflit israélo-palestinien avec cet appel à la paix que lance LFI. Est-ce qu'il faut un appel à la paix aussi en France, dans les campagnes, dans les quartiers sensibles? Est-ce qu'il faut un appel à la paix et essayer de trouver une médiation finalement pour que les gens puissent se reparler dans ces quartiers et faire tomber aussi les trafics d'un point de vue social? Mais les gens se parlent dans les quartiers. Il n'y a pas pour moi, je vis dans un quartier populaire à Rennes. Ce que je vois avant tout, c'est une incroyable solidarité, des gens qui parlent entre eux, qui font vivre le quartier, des associations qui sont extrêmement actives. Et je pense que souvent on parle effectivement de ce qui ne va pas dans les quartiers. Mais moi, j'aimerais bien des fois aussi parler de ce qui va. Et les associations, par exemple, des maires de quartier, par exemple, qui peuvent faire des cours du soir,
prendre des cours faire des cours de langue, c'est quelque chose de très important et auquel il faut rendre hommage. Il y a énormément de choses extrêmement positives dans les quartiers et je ne pense pas qu'aujourd'hui on est dans une situation qui soit un point de non-retour. C'est pas vrai. Enfin, franchement, les quartiers populaires, y compris à Rennes et surtout à Rennes, c'est des lieux avant tout de solidarité et d'entraide. Voilà, il ne s'agit pas évidemment ce matin de noircir le tableau, c'est d'essayer de comprendre comment on peut sortir de ces spirales de violence, parce qu'il y en a. Et effectivement, vous soulignez l'éducation populaire. On a oublié ce mot-là finalement. C'est peut-être ça aussi la solution. Bah oui, mais je pense que c'est le gouvernement qui l'a oublié. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, et ça vient aussi de l'éducation nationale, quand la priorité du gouvernement, plutôt que mettre des professeurs dans les classes, c'est de faire un sujet, l'abaya, un sujet de priorité par exemple. Enfin, je pense qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui en France que quelque chose qui ne concerne qu'une centaine de cas qui ont été détectés. C'est pas, enfin, franchement, d'abord l'éducation nationale permettra effectivement d'apporter des solutions à tous ces problèmes. Et c'est encore, nous on le dit, l'école c'est la solution, l'école c'est le socle de la République et ça va être la solution à nos problèmes dans ce contexte. Et effectivement aussi sortir les gens de la précarité, c'est une priorité. Alors la précarité, elle est aussi traduite, vous en avez dit un petit mot tout à l'heure, Gwenolé Bourré, par le manque de logement. On le vit cruellement dans différentes régions en France, on le vit particulièrement cruellement ici en Bretagne, où on a beaucoup de résidences secondaires. Alors il y a tout un débat, on ne va pas le réouvrir ce matin, mais il est là. Est-ce qu'il faut plus taxer? C'est déjà le cas, on entend plusieurs communes qui veulent taxer ces résidences secondaires pour justement essayer de faire baisser les prix, pour que les biens se vendent ou se louent plus facilement. Et est-ce qu'il faut mettre en place une situation d'urgence finalement sur le logement? Alors on va prendre la Bretagne, on va être un peu chauvin ce matin. Est-ce qu'il y a une situation d'urgence et est-ce qu'il faut agir très vite là aussi? Oui, c'est clair. Enfin, moi je le vois à Rennes et même sur la côte bretonne, on a énormément de résidences secondaires. À Rennes, il n'y a plus de logements aujourd'hui pour les étudiants. C'est-à-dire que, voilà, je l'ai dit, il y a des étudiants qui sont au camping, encore aujourd'hui, début octobre. Et effectivement, il y a de plus en plus de résidences secondaires, notamment depuis le Covid, sur la côte bretonne. Et il faut avoir des solutions d'urgence aujourd'hui, alors même qu'on a énormément de personnes à la rue. Je pense qu'on a atteint un seuil qui est stratosphérique. Et la réquisition des logements vides, notamment pour les migrants, il y a de plus en plus de migrants qui se retrouvent à la rue. À Rennes, par exemple, parce que c'est la situation que je connais, il y a des enfants qui dorment encore dehors, ce qui n'est pas normal. Et réquisitionner les logements vides, ça peut être une solution d'urgence et qui est totalement légitime, puisque de toute façon, ils ne sont pas occupés. Alors, sur les migrants, il y a ce sentiment de peur, d'incompréhension. Là aussi, en quelques minutes, on ne pourra pas faire un balayage total de la situation, mais il y a une peur. Vous comprenez cette peur de gens qui voient arriver des gens d'une autre couleur, d'une autre religion, d'une autre culture? Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est compréhensible? Est-ce que vous dites, là aussi, il y a tout un travail social à mettre en place? Moi, ce que je pense, en tout cas, c'est que la migration, le gouvernement a choisi de faire une différence entre des réfugiés et des migrants. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a eu aucun problème pour le gouvernement à accueillir les Ukrainiens, ce qui était légitime d'ailleurs. Mais par contre, dès que les personnes viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient, il y a une migration à deux vitesses finalement. Moi je pense qu'il y a surtout un choix en fonction de la couleur de peau, de choisir qui est légitime à être réfugié ou pas. Et pour moi c'est tout simplement du racisme de la part du gouvernement et évidemment du Rassemblement national qui se sert de cela. Ce qu'on voit c'est que il n'y a pas non plus un flux migratoire incontrôlé, il n'y a pas une vague incessante de migration et que de toute façon, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'avec le réchauffement climatique, les migrants climatiques vont augmenter. Donc de toute façon, il va y en avoir de plus en plus. Et ce qu'il faut, ce n'est pas les rejeter à la mer comme le voudrait le Rassemblement national et on a eu une année catastrophique sur les morts qu'on a retrouvés dans la Méditerranée. Ce qu'il faut, c'est accueillir, préparer l'accueil et trouver des solutions pour loger tout le monde et proposer un emploi à un maximum de personnes. Est-ce que l'Europe, on parlait tout à l'heure des européennes, est-ce que l'Europe, l'Union européenne
a un rôle essentiel justement dans l'accueil des migrants, dans la répartition des migrants. On le voit, il y a eu cette phrase d'Emmanuel Macron, la France peut pas prendre toute la misère du monde, phrase piquée, il faut le dire à Michel Rocard qui avait dit on doit quand même en prendre notre part. Est-ce que l'Europe est la clé finalement pour l'immigration ? Je ne sais pas si l'Europe est la clé, mais aujourd'hui l'Europe est responsable, ça c'est clair. Quand on voit que le système européen ne marche pas vis-à-vis des migrants, c'est-à-dire que Frontex par exemple c'est un fiasco, ça ne marche pas, et on se retrouve du coup avec des États qui, comme l'Italie, ou la Pologne ou la Hongrie, qui en fait ont des politiques complètement xénophobes, qui décident en fait de rejeter tous les migrants et de toute façon qui se fichent des propositions de l'Union européenne. Donc pour l'instant, pour moi, l'Union européenne effectivement est impuissante sur le sujet, et si on veut une solution européenne et coordonnée, effectivement c'est la solution. Alors l'Europe, la France aujourd'hui va rentrer dans une période électorale. On va terminer sur les européennes. Malgré les vicissitudes, on en parlait en commençant, politique, vous avez espoir que la gauche se place au Parlement européen et devienne majoritaire ? Que la gauche devienne majoritaire au Parlement européen, on l'espère tous évidemment. Encore une fois, c'était important pour nous de proposer une liste unitaire aux élections européennes en France. Pourquoi ? Parce que le soir du premier tour des élections européennes, il va y avoir du coup les résultats. Et pour nous, c'est désastreux si on ne se retrouve pas dans les 3 blocs. C'est-à-dire, et que la NUPES aurait pu être le premier bloc parmi LREM et le Rassemblement national. Et aujourd'hui, vraisemblablement, ça n'aura pas lieu. Maintenant, oui, on va essayer de faire le meilleur score possible pour emmener le maximum de députés européens de gauche à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, pardon. Mais oui, c'est clair qu'en tout cas, on se battra sur le terrain sur ce sujet. Louis Nollet-Bourré, militant La France Insoumise, qui était en direct ce matin avec nous au micro de Bretagne 5 Matin pour parler de politique. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5 Matin, Stéphane Hamon.